Dans cette vidéo du chapitre 12 de mes notes de cours, on va maintenant compléter la page correspondant à la section 3.3 qui s'intitule Exemple 3, Introduction à la notion d'équilibre de rotation. Donc on est toujours dans la partie là, calcul des moments de force en tenant compte des unités. L'exemple se présente comme suit. La figure ci-dessous, on va aller voir la figure, montre en vue plongée d'un mètre en bois pouvant pivoter autour d'un point indiqué. Donc, oublions le fait qu'ils utilisent que c'est une vue plongée. C'est un mètre en bois qui a été cloué à cet endroit-là. Pivoter autour du point qui se trouve à gauche du point central du mètre. Donc, le mètre, son centre est ici, puis le clou a été mis à gauche. On exerce deux forces, F1 et F2. On nous montre juste F1, parallèle au plan de la page, aux deux extrémités du mètre de bois. Seule la force F1 est illustrée. La force F2 est également perpendiculaire au mètre. Donc, je vais la mettre perpendiculaire au mètre comme F1. Et s'exerce à son extrémité droite, donc elle est au bout ici. Si le mètre ne doit pas tourner, donc on nous donne une contrainte, on ne veut pas que ça tourne, quelle devrait être la direction vers le haut ou vers le bas de la force F2? Et devrait-elle être supérieure ou inférieure ou égale à la force F1? Bon, ça vient d'un livre de physique. Si le dessin est à l'échelle, donc on nous dit que le dessin est fait à l'échelle, exprimer la force F2 en fonction de la force F1. On ne veut pas que ça tourne, donc la première question, c'est de dessiner F2 dans le bon sens. Évidemment, si c'est cloué à cet endroit-là, puis que vous exercez la force F1, l'objet va avoir tendance à tourner comme ça. Donc, si je voudrais illustrer le moment de force, l'efficacité à faire tourner de F1, je montrerai que le moment de force M1 s'est exercé de cette façon-là, anti-horaire, par rapport au point de rotation, à l'axe de rotation, soit le clou. Pour que le mètre ne tourne pas, ça me prend donc un moment de force qui va venir contrebalancer ce moment de force-là, soit le moment de force créé par la deuxième force. Puis vous voyez, je le dessine dans l'autre sens. Je l'ai dessiné plus gros pour qu'il est plus gros, tout simplement pour pas que les flèches soient une par-dessus l'autre. Ce moment de force-là, lui, va venir faire tourner le mètre dans l'autre sens. Et s'ils sont égales, pour ça je dis que ça n'a aucun rapport avec la grosseur du cercle, si M2 puis M1 sont égales, ben les deux effets s'annulent puis le mètre ne bougera pas. Évidemment, si on veut que M2 ait cet effet-là de faire tourner la tige, ben le F2, si je le mets au bout de la tige, mais n'importe où de ce côté-ci, ben, il doit être par en bas. Donc mon F2 là, va avoir été dessiné par en bas. Ce que je ne connais pas pour l'instant, ce serait la longueur que je dois lui donner. On nous donnait comme contrainte de le mettre au bout du mètre, mais n'importe où ici, il aurait pu faire le travail, faire l'équilibre. C'est la longueur qui aurait changé dépendant de où que je le mets. Et même, j'aurais aussi pu le mettre ici, sauf que ici, pour qu'il crée M2, il aurait fallu qu'il soit dans ce sens-là. Et là, il aurait fallu que je détermine sa longueur. Mais si jamais ces deux forces-là, je serais capable de créer aussi un équilibre que le mètre ne bouge pas. On le ramène à l'endroit où il nous demandait de le mettre. On complète notre dessin. Donc, ce qui manquait comme identification, c'est de dire que ça, c'est le bras de levier et perpendiculaire. Hein? Donc, je peux écrire juste 1, mais je peux déjà mentionner qu'il est perpendiculaire. Puis, le bras de levier 2, lui aussi, est déjà perpendiculaire de par les demandes, les exigences qu'on avait dans le problème en haut. Finalement, il me reste à répondre à la dernière phrase, là, dire tenir compte que le dessin est à l'échelle et de ne pas calculer la valeur de F2, mais en tout cas donner F2 en fonction de F1. Okay. Est-ce que c'est égal à F1? Est-ce que c'est la moitié de F1? Est-ce que c'est le double de F1? Déjà, par raisonnement, d'après moi, il serait plus petit que F1 parce que je suis plus efficace à faire tourner, donc j'ai besoin de mettre moins de force. Bon, pour le développement en bas, quand on me dit en fonction de F1 ici, ça me dit entre autres que F1, je ne la comptabilise pas comme inconnue. Si on me donne la valeur de F1, je vais connaître F2. Fait qu'on va faire comme si que la valeur de F1 était donnée. Puis le fait qu'il soit à l'échelle aussi, mais ça nous dit, je connais, si on me donne un chiffre pour R perpendiculaire 1, ben je connais R perpendiculaire 2, parce que c'est à l'échelle. Fait que lui, la cote qui était ici mesurait 10 mm, puis la cote qui était là mesurait 40 mm. Donc, je sais que le bras de levier ici est 4 fois plus grand que le bras de levier 1. Donc, ça me donne la longueur de la valeur de lui, mais je dis, lui vaut 4 fois plus. Fait que je vais prendre pour acquis que F1
et bras de levier 1 sont des valeurs connues. Si on me donne un chiffre, pour moi, le problème serait facile à résoudre. OK, donc on veut connaître une valeur pour F2, alors qu'on travaille avec des moments de force. Donc la première formule que je vais prendre, c'est justement la définition du moment de force en fonction du bras de levier perpendiculaire puis de F. Donc je prends la version que sin θ n'apparaît pas dedans parce que je suis perpendiculaire de toute façon. Ce que je cherche, je n'ai pas listé mes inconnus, ce n'est pas un problème numérique conventionnel, là, mais ce que je cherche, mon inconnu, c'est F2. Donc je vais appliquer cette loi-là de physique à F2. Ça revient à dire que je prends M2 va être égal au bras de levier 2 fois F2. Je viens d'utiliser un premier concept de physique, d'écrire une première équation liée à ce concept de physique-là, et j'ai 3 inconnus dans mon équation. M2, déjà, de par les contraintes qu'on me donne en haut, puis ma compréhension du problème, on l'a dit tantôt, M1 puis M2 sont supposés être égales. Fait que, il y a une loi de physique qui dit ça, là, mais là, c'était plus simple déduction par analyse de la situation. Mais il y a une loi de physique qui me permet d'affirmer que M2 doit être égal à M1. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation qui met en relation mes variables. Et ça a quand même rajouté une inconnue, ça a rajouté M1 là, qui est nouveau dans ma liste. Quand je vous dis que, là, je le déduis, mais qu'il y a quand même une loi de physique qui permet d'affirmer ça. Je vais y aller à l'envers, mais quand on fait ça, M2 faisait tourner horaire, si on veut, puis M1 faisait tourner anti-horaire. Une façon différente d'écrire ça. M2 faisait tourner horaire, qu'on a dit, donc je pourrais dire que ça c'est un moment horaire, est égal au moment anti-horaire. M1 faisait tourner dans l'autre sens. Bon, ici, j'avais rien que 2 forces, mais évidemment, j'aurais pu aussi, par exemple, avoir une première force, puis une deuxième, puis c'est la combinaison de ces 2 forces-là qui vont être égales à l'autre. Ces deux-là vont faire tourner horaire, puis celle-là ferait tourner anti-horaire. Donc, ces deux-là qui ont une contribution horaire viendraient équilibrer celle-ci. Fait que je pourrais le faire avec plusieurs forces. Ce ne sera pas le cas ici. Fait que quand j'aurais plusieurs forces, je dirais toutes les forces horaires s'additionneraient ensemble, puis toutes les forces qui créent des moments anti-horaires s'additionneraient également ensemble. Puis ça, on va voir, c'est une loi de physique. Tous les moments horaires là, que je calcule de ce côté-ci, je pourrais les envoyer de l'autre côté. Ça impliquerait tout simplement là, que je lui mets un signe moins là, comme opération mathématique. Donc, je pourrais réécrire que c'est la somme de ceux-ci moins la somme de ceux-là qui sont de l'autre côté. Ben, ça, c'est supposé donner 0. C'est ma condition d'équilibre. Mathématiquement, je pourrais écrire ça encore différemment. Dire c'est la somme de tous ceux-là plus la somme de tous ceux-là. Je rentre mon moins à l'intérieur, si on veut. Donc, ceux qui sont horaires, on l'a déjà dit, quand ça tourne horaire, ils sont supposés être négatifs. Donc, mon signe moins est rendu à l'intérieur. Fait que là, j'ai une sommation plus une autre sommation. Ça revient à faire tout simplement une sommation de tous les moments. Puis ceux-là, selon avec un signe, ceux-là qui sont anti-horaires vont être positifs, puis ceux-là qui sont horaires vont être négatifs. C'est tout ça là, pour dire qu'on déjà, ce problème-là faisait appel à un concept de physique qu'on appelle l'équilibre de rotation. Au lieu de faire la somme des forces est égale à 0, ce qu'on appelle l'équilibre de translation, bien, on fait la somme des moments de force est égale à 0. On appelle ça l'équilibre de rotation. Et faire la somme des moments de force est égale à 0, ça revient à considérer des moments d'un côté horaire, puis d'un autre côté anti-horaire, puis faire l'égalité entre les deux. Donc, c'est comme plus facile de l'utiliser comme ça, comme on vient de le faire, là, de mettre les moments de force d'un côté ou de l'autre, dépendant du sens de rotation. Bon, ça, c'était une petite remarque là, pour introduire la prochaine notion qu'on va voir dans le chapitre. J'ai besoin d'autres équations, j'ai trop d'inconnus quand on regarde les deux parties en vert. Évidemment, je n'ai pas appliqué ce concept-là à M1. Ça, c'est prendre le même concept de physique, mais l'appliquer à autre chose. Ça va m'amener des nouvelles équations. Donc, ce qui est montré ici, c'est que je veux répéter encore une fois ce concept-là, mais l'appliquer à M1. Donc, ça aurait pu être en rouge différent. Là, quand tu le précises une fois que tu utilises le concept, tu ne seras pas obligé de le préciser 2 fois. Donc là, j'applique le concept d'en haut pour M1. M1 est égal à son bras de levier fois sa force 1. Donc, je viens d'écrire une troisième équation. Et cela a fait apparaître aucune nouvelle inconnue parce qu'on a dit que ça et ça, pour moi, c'était
des données numériques connues. Donc, troisième équation et quatrième inconnu. C'est la remarque que je faisais en haut quand je fais ça. Si on serait en examen, souvent je l'annoncerais un problème. Je disais, ben, ceux-là, vous ne les comptabilisez pas dans vos systèmes d'équations. Donc, c'est pour ça que j'ai troisième équation, puis je n'ai pas augmenté mon nombre d'inconnus. Il me reste une équation à écrire. Ben, c'est l'équation qui est liée à ce qu'on a observé ici, à l'échelle. Ben, lui est 4 fois plus grand que l'autre. Donc, analyse de la situation, R perpendiculaire 2 et 4 fois R perpendiculaire 1. Je viens d'écrire une quatrième équation, puis si on ne le comptabilise pas, donc 4 équations à 4 inconnus. Donc, les 4 parties en verte me permettent de résoudre le problème qui m'était demandé, soit que j'y vais par une calculatrice, ce qui est montré ici. Fait que vous voyez les 4 équations qu'on a listées dans notre solution, je les ai saisies dans une calculatrice et je lui ai demandé de me résoudre en fonction de certains paramètres. Et ce qu'on voit de plus important, c'est que, entre autres, je lui ai demandé de résoudre pour F2, mais pas pour F1. Donc, il va exprimer la réponse comme en fonction de F1. Ben, il me dit que F2, c'est le quart de F1. Oups, notre 4 apparaît. Notre 4 qui est lié au bras de levier, au 4 qu'il y avait dans le bras de levier. Donc, ma distance augmentée de 4, ben, la force peut diminuer de 4, d'un rapport 4, que je devrais dire. Donc, c'est le retour de la réponse ici que j'ai. La force 2 peut être un quart de fois la force F1. J'aurais pu le démontrer mathématiquement aussi. Je l'ai fait en bas ici rapidement. Là. Dans un premier temps, ben, j'ai retravaillé l'équation 1. Donc, j'ai isolé F2. Lui, il venait diviser l'autre côté. Fait que j'ai écrit que c'était M2 sur le bras de levier 2. J'ai utilisé l'équation 2 parce que M2, maintenant, je peux le remplacer par M1. L'équation me dit ça. Donc, c'est M1 sur RT2 toujours. Puis après ça, j'ai utilisé l'équation 3. M1, je peux le remplacer par ça. Donc, prochaine étape, j'ai remplacé M1 par ce que je viens de mentionner. Bras de levier 1 fois F1. Puis en même temps, j'ai remplacé RT2 qui était ici par 4RT1. Puis là, ça me permettait de simplifier les R perpendiculaires 1, mais il reste F1 sur 4. Donc, 1 quart F1. Une autre façon de le faire aussi, ce serait de partir de l'équation 2. Donc, puis de mettre les 1 et 3 dans 2. Donc, 1 et 3, vous avez M2 est égal à M1. Ben, M2, c'est ça. Puis M1, c'est ça. Donc, M2 est égal à M1. Je peux le remplacer par bras de levier 2 fois F2 est égal à bras de levier 1 fois F1. Et là, avec bras de levier 2 est égal à 4 fois bras de levier 1, je fais mon remplacement. Ben, je vais me retrouver, encore une fois, que j'ai le bras de levier 1 décrit des deux côtés. Donc, 4 fois F2 est égal à F1, où le 4 peut venir diviser de ce côté-ci. F2 est égal à 1 quart de F1. Donc, deux façons d'obtenir la même chose, mais moi, personnellement, j'utilise la calculatrice pour l'obtenir.